Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc maintenant la question se pose, doit-on envisager un espace courbe seul, sans le temps étant indépendant, avec des surfaces spatiales courbées et un temps qui vient se greffer dessus? Ou bien doit-on considérer un espace-temps courbe, plus difficile à représenter, parce que c'est une variété à 4 dimensions, et qui serait totalement déformée, avec une courbure définie en chaque point pour toutes les directions, temps inclus. Signalons d'abord qu'au XIXe siècle, Riemann a théorisé la courbure des variétés, des surfaces, des volumes, etc. Les travaux d'Einstein sont d'ailleurs fortement basés sur les résultats de Riemann, et il avait tenté de décrire la physique en utilisant la courbure de l'espace seul. La relativité n'existait pas encore, et donc cette histoire de temps non absolu n'était pas encore entrée dans les esprits. Et donc il était naturel d'envisager seulement l'espace. Et il avait essayé ainsi de décrire une gravitation sur base géométrique, mais ça avait été un échec. Alors, effectivement, l'espace courbe ne suffit pas. Il y a toute une série d'arguments pour ça. D'abord, on l'a vu en relativité restreinte, l'espace et le temps sont intimement mêlés. Selon les observateurs, les plans de simultanéité sont différents parce que la simultanéité est relative. Et donc la découpe de plans spatiaux dans l'espace-temps varie selon les observateurs. Par conséquent, si l'espace est courbe, on imagine mal, avec des découpes différentes, que l'espace-temps lui-même ne serait pas affecté d'une courbure globale. On a vu aussi d'ailleurs, dans la vidéo précédente, que la gravité affectait le temps. Et si on reprend le schéma que l'on avait tracé, un espace courbe peut déformer les trajectoires de nos impulsions lumineuses, mais les lignes horizontales ici resteraient inaffectées, et donc on imagine mal comment cela pourrait suffire. On verra en plus bientôt que on traduit les effets de la gravité par la courbure de l'espace-temps. C'est d'ailleurs déjà logique en fonction de ce que nous avons vu. Et un objet libre, sur lequel on n'agit pas avec d'autres forces que la gravité, suit alors, par exemple, les planètes sur leurs orbites, suivent les géodésiques, c'est-à-dire les chemins les plus courts dans l'espace ou l'espace-temps. Un peu comme une rivière suit le chemin de pente le plus fort quand elle dévale une montagne. Ici, un corps suit le chemin le plus court, le plus droit possible dans un espace qui est courbé. Si l'espace était seul à être courbé, en un point donné, on aurait les mêmes géodésiques. Et donc, deux corps qui passeraient au même endroit, avec des directions identiques, suivraient les mêmes trajectoires. C'est manifestement faux. Si les corps ont des vitesses différentes, ils n'auront pas les mêmes trajectoires. Donc la vitesse doit intervenir, et la vitesse est un rapport de distance par rapport au temps, donc le temps doit intervenir quelque part. Et donc les géodésiques doivent être affectés par le temps. On doit donc certainement parler de courbe dans l'espace-temps et pas dans l'espace seul. Un autre aspect flagrant de ce type, c'est la trajectoire de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre. Si la Lune suit le chemin le plus court dans l'espace, alors ça veut dire que les géodésiques sont des cercles autour de la Terre. C'est faux. L'espace autour de nous
n'est pas courbé à ce point. Il est à peine courbé. Et les trajectoires, les géodésiques, sont pratiquement des droites. Si ce n'était pas le cas, Euclide n'aurait jamais inventé sa géométrie. La Lune ne suit pas une géodésique de l'espace. Si l'espace était courbé à un point pareil, la présence de la gravité, des planètes, de la Lune, déformerait les images à un point extrême. À tel point que les trajectoires, les géodésiques étaient des cercles. Les images des étoiles, du Soleil, des planètes seraient extraordinairement déformées, ce serait flagrant. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, dans l'espace-temps, ça pose beaucoup moins de problèmes. Si on trace un diagramme CT et la position de la Lune, celle-ci suit une ellipse, mais qui est en fait très peu courbée. Très peu courbée. Parce que la vitesse de la Lune est très petite devant la vitesse de la lumière. Et donc, si ceci représente une géodésique, alors ça veut dire que les géodésiques dans l'espace-temps qui nous entoure peuvent être très peu courbés. L'espace-temps autour de nous n'a qu'une faible courbure, ce qui est déjà plus cohérent. Et si on passe à un diagramme de position et du temps, tel qu'on en a l'habitude, mesuré en heures, minutes, secondes, on doit diviser par C, et cela comprime le dessin, et dans l'espace-temps, la Lune parcourt alors une ellipse beaucoup plus serrée. Cette courbure n'est qu'apparente, parce qu'il y manque le C. Et si on projette ça sur l'espace, on obtient une trajectoire circulaire qui est fortement courbée. La trajectoire est courbée, pas l'espace. Donc, là, au moins, on sait que ça marche. Donc, c'est indubitable. On doit envisager une courbure de l'espace-temps et pas de l'espace seul. C'est malheureusement plus compliqué. C'est une variété à 4 dimensions. C'est beaucoup plus difficile à visualiser mentalement. Et il nous faudra des outils mathématiques suffisamment élaborés que pour manipuler ça. Alors, dans la prochaine vidéo, nous n'aborderons pas encore ces outils, nous verrons le principe d'équivalence, avec notamment la fameuse expérience que vous avez peut-être déjà vue des ascenseurs d'Einstein. Le principe d'équivalence et les raisonnements qui vont avec font vraiment ce lien entre gravité et courbure de l'espace-temps et les trajectoires telles que les géodésiques. Donc cela met en place les étapes finales des concepts dont nous avons besoin. Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.